Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous. On est bien heureux d'être parmi vous, que vous vous connectiez. On a à peu près une soixantaine là, de personnes qui se sont inscrites à l'événement. On est très contents, c'est un nouveau format. Sans attendre, je vais démarrer parce qu'on a seulement 1 heure avec vous en dîner. J'espère que vous aurez le temps de manger convenablement. Mais n'allez pas trop loin, les sujets sont super intéressants, donc on a bien hâte de débuter. Je me présente, Kim B. Delange, je suis responsable marketing et développement des affaires chez Certec. Je vais être votre animatrice pour le webinaire ce midi. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est dans le cadre de notre semaine du numérique responsable. On a une quinzaine d'événements cette année dont on est très fiers. On était très ambitieux pour cette deuxième édition. Et on compte à peu près 18 précieux collaborateurs, dont la Fondation Ciel et le projet Pause, qui sont avec nous aujourd'hui. Notre objectif avec cet événement-là, c'était vraiment d'outiller les citoyens et les citoyennes aux enjeux du numérique responsable en alliant le fait de prolonger la vie des appareils, mais tout en les outillant pour un numérique qui est beaucoup plus responsable et respectueux de l'environnement et des humains. On souhaite aussi remercier chaleureusement tous nos partenaires. Donc, on a Obvia, la Maison du développement durable, le collectif NRS et Sonore qui sont partenaires de cette semaine entière d'événements. Sans eux, la semaine n'aurait pas été possible, donc on leur remercie beaucoup. Donc, ceci étant dit, maintenant, on saute dans le vif du sujet parce que c'est ce qui nous intéresse. Vous vous posez souvent probablement des questions sur l'impact des écrans sur nos enfants. Vous n'êtes clairement pas seul. Aujourd'hui, les écrans font partie intégrante du quotidien des enfants et des adolescents, que ce soit les devoirs, les jeux, les réseaux sociaux. On a tous besoin de décrocher et de trouver l'équilibre qui n'est pas toujours simple. Ce webinaire va proposer des repères clairs, des outils concrets et une compréhension nuancée pour accompagner les jeunes dans un usage sain, équilibré et responsable du numérique. Sans plus attendre, je vous présente les intervenantes pour ce webinaire. Donc, Véronique Bolduc, chargée du programme de prévention à la Fondation Ciel, qui œuvre auprès des familles et des jeunes sur les enjeux liés à l'utilisation du numérique au quotidien. Elle sensibilise à l'équilibre entre les bénéfices et les risques des écrans. Elle adopte une approche humaine et nuancée pour accompagner les parents dans leurs réflexions. Dans le cadre de ce webinaire, elle apportera des repères concrets pour mieux comprendre l'impact des écrans et les enfants et favoriser leurs habitudes numériques saines. La Fondation Ciel est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne qui a pour mission d'ouvrir une conversation sur les enjeux du numérique liés à notre bien-être, tout particulièrement avec un programme de prévention aux méfaits des écrans pour les jeunes du primaire au secondaire. Donc, bienvenue parmi nous, Véronique. J'espère que c'est une belle introduction. Caroline Campeau, doctorante au Conseil en prévention, prévention des risques, prévention des risques liés à l'usage des écrans, s'intéresse aux usages numériques et à leurs effets sur le bien-être. Avec son approche concrète et accessible, elle aide les familles à mieux encadrer l'utilisation des écrans. Lors de ce webinaire, elle partagera des conseils pratiques pour accompagner les enfants vers un usage plus équilibré des technologies. Le projet Pause est une initiative de sensibilisation qui aide les familles à adopter des habitudes numériques plus saines et conscientes. À travers ces outils et ressources, Pause encourage petits et grands à profiter des avantages des écrans tout en réduisant les effets de l'hyperconnectivité. Avant de démarrer, je vous inviterai, chers participants, de couper votre caméra, sauf les animatrices, s'il vous plaît. De toute façon, on va être appelés là, à partager des présentations. Donc, si c'est possible pour tous les participants qui sont présents, de couper leur caméra, s'il vous plaît. Donc, le déroulement pour ce webinaire. Donnez-moi 2 petites secondes. Donc, on va faire une petite introduction. On a fait une introduction déjà. La présentation de Véronique va suivre avec la Fondation Le Ciel. Caroline suivra avec le projet Pause et après ça, on va se réserver un petit 10-15 minutes à la fin, là, tout dépendant du déroulement de l'événement, pour vos questions qui nous intéressent beaucoup. Donc, soyez pas gênés, écrivez-les dès que vous l'avez, inscrivez-les dans le module questions et réponses et on pourrait répondre à la fin. Donc,
j'espère que vous êtes prêts. Je te passe la parole, Véronique, pour la présentation. Super, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Parfait, super. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, en effet, mon nom est Véronique, directrice du programme de prévention, donc d'atelier au ciel. Je vais le passer super rapidement parce qu'on a eu une belle introduction. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas qui est le ciel, c'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Donc, on fait ce cours avec un acronyme ciel. Puis notre activité vraiment principale, c'est faire des ateliers de bien-être numérique dans les écoles primaires et secondaires à travers la province. Donc, on a vraiment des équipes là, à différents endroits. On fait même des tournées dans les régions plus éloignées. Puis, on va vraiment rencontrer les jeunes de la 4e année jusqu'à nos 5e secondaires. On fait aussi de la vulgarisation scientifique sur nos réseaux sociaux. Puis on fait aussi des conférences au niveau des adultes pour pouvoir aider les familles, aider les intervenants et intervenantes qui travaillent avec les enfants. Donc, tout à fait une offre assez diversifiée, mais bon, je ne passerai pas plus de temps là-dessus. On va commencer vraiment avec les questions. J'ai pas beaucoup de temps, fait que ça va aller peut-être plus vite qu'on fait d'habitude. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, puis on y reviendra là, si jamais j'ai passé rapidement sur quelque chose. Mais pour commencer, je vais commencer avec ce qu'on commence toujours dans nos conférences. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Puis là, on va voir, là, je verrai pas vos caméras ou quoi que ce soit, fait que je vais comme juste vous poser des questions, je vais vous donner un petit peu de temps. Mais je vous inviterai tous et toutes à sortir votre téléphone. Donc, c'est votre téléphone personnel avec vous si vous l'avez à côté, puis on va aller voir notre temps d'écran. Donc, comment on le fait? Sur iPhone, vous allez pouvoir aller dans vos réglages et aller dans retrouver la section qui va être écrite temps d'écran ou en anglais Screen Time. Et pour les gens qui sont sur un système Android, ça va être aussi dans les réglages, mais cette fois-ci, on va plutôt chercher bien-être numérique et contrôle parentaux. Donc, en anglais, c'est Digital Wellbeing. Vous pouvez toujours le chercher dans la barre de recherche. Donc, une fois qu'on arrive là-dessus, vous allez pouvoir voir votre moyenne hebdomadaire. On peut cliquer pour essayer de voir par jour, ça ressemble à quoi. Je vous invite vraiment à essayer d'aller voir. Est-ce que la fin de semaine, on y passe plus de temps? Est-ce que les journées qui fait pas beau, on y passe plus de temps? Est-ce qu'il y a des journées que c'est plus difficile, qu'on est capable de remarquer que peut-être cette journée-là, on était plus fatigué, fait que notre temps est plus élevé? On peut aussi voir quelle application prend le plus de notre temps. Est-ce que c'est nos courriels de job qui prennent tout notre temps ou est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que, au contraire, c'est peut-être Google Maps parce qu'on a fait tellement de routes puis on est là-dessus principalement? Fait que de venir voir un petit peu c'est quoi les différentes applications qu'on utilise le plus. C'est aussi, je vous dis à cet endroit qu'on peut venir mettre des limites de temps. On peut venir jouer avec comme limité, se dire on veut juste faire, exemple, je sais pas, 1 heure d'Instagram par jour, c'est là qu'on viendrait le mettre. On peut aussi venir mettre le contrôle parentaux, par exemple, c'est à cet endroit-là qu'on va le trouver là, pour ceux qui voudront mettre au niveau dans le fond, des appareils Android. Donc, je vous laisse le temps de regarder, de voir un peu comment vous vous sentez. Est-ce qu'on est à l'aise avec le chiffre qu'on voit? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que c'est une habitude qu'on avait d'aller le regarder ou au contraire, est-ce qu'on a dû l'activer parce que c'est la première fois qu'on va dans cet endroit-là de notre téléphone? Fait que je vous laisse vivre un petit peu avec ça, puis je vais juste continuer. Comme je dis, j'ai pas nécessairement les réactions ou quoi que ce soit. Mais en gros, pourquoi qu'on fait faire cet exercice-là? Puis sachez qu'on le fait faire aussi, bon, avant que les téléphones soient interdits à l'école, on le faisait faire à nos plus vieux, à nos secondaires 4-5 en atelier. Vraiment parce que en début d'atelier, en début de conférence, on veut avoir cette prise de conscience pour comprendre combien de temps réellement qu'on passe sur nos appareils? Parce qu'on le sait, ils sont dans notre quotidien, on a l'impression qu'on les utilise beaucoup, mais on s'en rend pas toujours compte du temps qui passe. Puis ben, avec les parents, on trouve que c'est encore plus important parce que quand on va dans les classes primaires, puis même, je vous dirais, secondaires, qu'on leur demande « Hey, vos parents puis les écrans, ça ressemble à quoi? » Eh bien, les gens du primaire vont nous dire des fois « Ah, ils passent bien trop de temps là-dessus, dites à mes parents de lâcher leur téléphone, madame. » Ils vont nous partager leurs trucs en classe de comment ils font pour attirer l'attention de leurs parents quand ils sont sur leur téléphone. Puis tu sais, même chose avec le secondaire, ils vont nous dire « Ah, mes parents sont pas mieux que moi, mais moi, je me fais chicaner, puis eux autres, ils ont le droit. » Fait que la raison pourquoi ici, on vous amène à juste voir votre temps d'écran, c'est pour prendre conscience que nous aussi, on est dans le même bateau que les jeunes. Nous aussi, on en passe du temps là-dessus. Puis parce que, ben, une chose qui va beaucoup aider nos jeunes, c'est d'être des modèles pour eux. Donc, si on met en place certaines règles, si on leur demande de faire certaines choses, ben, si nous-mêmes, on est capable d'être un modèle, ben, ça va vraiment beaucoup aider à changer les habitudes. On remarque aussi, à travers les études, que bon, les familles qui ont des temps d'écran vraiment élevés, là, par exemple, les parents ont un temps d'écran très élevé, on va remarquer que les enfants, habituellement, le temps d'écran aussi est élevé. Donc, une raison de plus, c'est qu'en tant qu'adulte, on soit conscient du temps qu'on passe.
Bon, parlant de temps d'écran, on va commencer avec ça. On va essayer de faire un peu du tri dans tout ce qu'on entend. Donc, il existe des recommandations qui sont émises par la santé publique du Québec. Alors, les recommandations qu'on a au Québec actuellement, je vous les lis, là. C'est, par exemple, avant l'âge de 2 ans, on va parler d'aucun écran. Après ça, pour les 2 à 5 ans, on parle de moins d'1 heure par jour. Là, c'est pas l'idée de les mettre assis devant n'importe quoi. On veut vraiment sélectionner du contenu qui va être éducatif, du contenu qui va leur apprendre des comportements prosociaux. Donc, c'est vraiment une sélection de qu'est-ce qu'ils peuvent regarder. Ensuite, pour nos 5 à 12 ans, nos jeunes du primaire, on va parler d'un maximum de 2 heures par jour. Encore une fois, idéalement, on essaie aussi quand même de choisir le contenu. Et pour nos 13 à 19 ans, ben, on parle ici plus en termes de temps, on va parler plutôt en analyse de la situation en fonction de la pertinence du contenu. Donc ici, on est un petit peu ailleurs. Mais là, je tiens juste à le dire, je vous l'ai dit pour vous transmettre l'information, mes recommandations, ça ne veut pas dire obligation, OK? Là, il faut venir ici utiliser notre esprit critique parce que ça fonctionne peut-être pas pour toutes les familles. Puis ça veut pas dire que si on dépasse le temps qui est permis, que ben on a gâché notre enfant, par exemple, que son bien-être ça ira pas du tout ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut vraiment venir ici plutôt regarder ce qu'on vous propose, c'est de regarder 4 différentes composantes. Donc, j'essaie vraiment ici d'avoir de l'esprit critique alentour de qu'est-ce qui est fait sur les écrans. Je vous présente rapidement les 4 composantes, mais on va rentrer plus en détail dans chacune d'entre elles. Fait que la première, ben, ça reste la quantité. Faut pas complètement mettre le temps d'écran de côté puis jamais le regarder. C'est quand même important le nombre de temps qu'on passe là-dessus. Le deuxième, c'est le contenu. Donc, est-ce que ça a une valeur éducative? Est-ce que c'est pour la détente? Est-ce qu'au contraire, c'est du contenu qui est peut-être très violent ou qui a beaucoup de stéréotypes? C'est quoi le type d'activité qu'on fait sur les écrans? Il faut regarder aussi le contexte dans lequel les écrans sont utilisés. Donc, le moment, le lieu, dans quel genre d'environnement aussi qu'on vit. Donc, l'environnement, là, ça peut aller même au-delà de juste la maison, mais ça peut être aussi la ville dans laquelle on vit. Est-ce qu'on a accès à des endroits extérieurs sécuritaires pour envoyer nos jeunes ou est-ce que c'est plus difficile de les laisser peut-être aller se promener tout seuls dans le quartier? C'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Et finalement, la dernière composante, ben, c'est pour prendre en considération notre enfant. Chaque enfant est différent, puis ça va avoir un impact après possiblement sur les règles qu'on met en place, mais aussi sur les impacts que les écrans vont avoir sur lui ou elle. Donc, vraiment important aussi de venir voir notre enfant, comment il réagit. Ça peut être différent d'un enfant à l'autre dans la famille. On va y revenir. Donc, pour commencer, pourquoi la quantité, il faut la regarder? Ben, c'est parce qu'on voit quand même qu'il y a des réels impacts après sur les saines habitudes de vie des jeunes quand les temps d'écran sont très élevés. Ici, c'est un tableau résumé dans le fond d'une étude faite par la Santé publique de Montréal en 2024. C'est leur plus récente qui ont sorti. Où est-ce que, dans le fond, la partie que je veux vous amener, regardez, c'est la ligne du sommeil insuffisant. Donc, on remarque que lorsque l'utilisation est de plus de 4 heures par jour d'écran, les gens, en répondant au sondage, ils vont être 40% d'entre eux disent que le sommeil est insuffisant, donc moins de 9 heures. Donc, que les jeunes ne dormiraient pas assez. Contrairement à ceux qui ont une utilisation de moins de 2 heures par jour, on est à 18%. Ce qui est quand même significatif là, comme différence de pourcentage, c'est quand même doublé la différence. Donc, on remarque que, dans le fond, on ne peut pas nécessairement dire un cause à effet que c'est parce que les jeunes passent 4 heures qu'ils dorment mal. Il y a peut-être d'autres facteurs qui viennent, mais ça reste et ça doit sonner une petite cloche en tête que peut-être qu'en effet, les gens les jeunes qui passent plus de 4 heures par jour sur les écrans, ça a un impact après ça négatif sur leur qualité ou leur temps, dans leur quantité de sommeil qu'ils ont. L'autre statistique aussi qui est vraiment intéressante, c'est au niveau de l'autocontrôle élevé. Encore une fois, il y a quand même une différence majeure. Donc, l'autocontrôle, c'est la capacité à s'auto-réguler, à être capable de dire « je ferme mon écran, je la mets de côté ». Des choses comme ça, OK? Donc, on remarque que les parents, du moins qui remplissent ce sondage, disent que les enfants qui passent moins de temps sur les écrans ont une meilleure capacité à pouvoir un peu s'auto-réguler à ce niveau-là, contrairement à ceux qui en passeraient plus longtemps. Donc, c'est pour ça ici qu'on veut quand même venir voir au niveau de la quantité. Chez nos ados, bon, j'ai pas un tableau parfait comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent les impacts de la quantité d'écran, de temps d'écran. Donc, on remarque que quand il y a une utilisation de 3 à 4 heures par jour, dépendamment des études, on va voir l'apparition de symptômes dépressifs. Donc ici, c'est pas la dépression, c'est des symptômes dépressifs. Je vous les ai écrits à côté. Donc, on va parler de tristesse, fatigue, une augmentation de l'anxiété, une perte de motivation.
Puis ici, comme on dit tout le temps aux jeunes, par exemple, la perte de motivation, c'est pas nécessairement juste la motivation pour l'école, mais c'est de la motivation pour des activités qui leur faisaient plaisir, qui leur apportaient beaucoup de plaisir avant. Donc, par exemple, peut-être qu'on est moins motivé à aller à nos pratiques de sport, malgré qu'on adore le sport qu'on fait. Des choses comme ça. Donc, perte de motivation, on va voir une perte de confiance en soi, puis aussi une plus grande difficulté à se concentrer. Encore une fois, la concentration, c'est pas non plus juste à l'école qu'il faut y penser. Okay? Des fois, avec nos ados, on a tendance à tout de suite les placer dans un contexte scolaire. Mais la concentration, ça peut être aussi être la capacité de rester concentré dans une conversation avec un ami, par exemple, de ne pas regarder notre téléphone. Capacité à peut-être rester concentré sur un film qu'on écoute ou une série. Fait que vraiment, des fois, quand on en parle avec les jeunes ou quand on veut regarder comment ça se passe chez notre jeune, de le sortir aussi du contexte scolaire, mais aussi de voir dans son quotidien, dans ses loisirs, comment ça se passe. Par contre, la petite nuance que j'amène, encore une fois, c'est pas automatiquement dès qu'on dépasse le 3-4 heures, tous ces symptômes-là vont apparaître. Faut venir voir, puis c'est là qu'on veut utiliser aussi l'esprit critique, puis pas s'arrêter juste au temps, mais il faut venir voir qu'est-ce qui se passe dans l'écran. Donc, avec nos ados, si on se compare beaucoup avec ce qu'on voit en ligne, il y a plus de chances que les symptômes apparaissent avant. Si on vit de la cyber-intimidation, si on voit beaucoup de contenu toxique, donc si on a des parents de gamers possiblement, je demande tout le temps dans les classes que je rencontre au secondaire, je leur demande tout le temps les jeunes dans les jeux vidéo, est-ce que les chats, c'est tout des beaux compliments et des gens super polis? Puis, les jeunes partent à rire toujours à chaque fois, puis ils vont nous dire non, 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 oublie ça, madame, c'est pas ça, ça ressemble pas du tout à ça. Fait que, du contenu toxique à répétition, ça peut vraiment avoir un impact sur leur bien-être. La sédentarité aussi. Ben, plus qu'on passe le temps devant un écran, ben souvent on va être assis ou couché dans notre divan, dans notre lit, on n'est pas en train de mettre notre corps en mouvement. Fait que ça a aussi un gros impact après sur comment on se sent. C'est nécessaire de bouger, de sortir dehors dans notre journée pour pouvoir bien se sentir et avoir un bon moral. Puis, ben, encore une fois, puis on le voit avec nos ados, mais le sommeil est probablement le plus grand coupable de l'apparition de ces symptômes-là. À cause que le contenu est captivant, il est stimulant, on a de la misère à mettre nos écrans de côté, mais on reste connecté plus longtemps qu'on aurait voulu, donc on néglige des heures de sommeil. Puis ça paraît au niveau du moral, c'est plus difficile après de gérer nos émotions. On est à fleur de peau, on ressent plus fortement les émotions souvent négatives, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je fais une parenthèse ici. Il va y avoir des petites diapos comme ça, des fois avec beaucoup d'informations. N'hésitez pas à prendre des photos. Parce que je vais les passer, mais des fois, ça peut être utile de vouloir revenir. Mais en gros, quoi faire? C'est vraiment ici l'idée, c'est de favoriser les saines habitudes de vie avant idéalement les écrans. Donc, on veut s'assurer qu'on a nos bonnes habitudes de vie, donc dormir 8 à 10 heures de sommeil, dépendamment de l'âge de nos enfants. Prioriser l'école. On veut pas que nos enfants commencent à manquer de l'école parce qu'ils veulent passer plus de temps, exemple, devant leurs jeux vidéo ou devant leurs écrans. On veut 1 heure d'activité physique par jour, 3 repas par jour, idéalement sans écran. On veut prioriser aussi notre hygiène et nos relations sociales, donc voir des gens en face à face, pas nécessairement juste parler aux gens en ligne ou par le biais d'un écran. Donc vraiment, si on se concentre sur favoriser nos saines habitudes de vie, ça va habituellement aider après à la quantité de temps qu'on passe. Parce que si on passe beaucoup de temps devant les écrans, par exemple, si notre jeune passe 6 heures devant les écrans par jour, je vous dirais au niveau des ados, c'est très malheureusement la norme. Là, un 6 heures, il y en a beaucoup qui font ça. Mais c'est à se demander, c'est quelle saine habitude de vie qu'on a négligée. Parce qu'au final, on a juste 24 heures dans une journée. Fait que là, c'est savoir est-ce qu'on a coupé peut-être 1-2 heures de sommeil. Est-ce qu'on a sauté un repas? Est-ce qu'on est peut-être pas, on a-tu bougé aujourd'hui? On n'a pas du tout fait d'activité physique. Fait que c'est à venir questionner ces choses-là quand on voit que le temps est très élevé. Je vous ai mis aussi quelques règles que d'autres parents ont avec leurs enfants. La raison pourquoi on vous met ce que d'autres parents font, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Si on avait une, la conférence aurait duré 5 minutes, je vous l'aurais donné, on serait passé à autre chose. Fait qu'on vous donne des exemples que des parents nous ont parlé, qui ont mis en place dans leur famille à eux, puis que ça fonctionnait. Puis là, ça va vraiment être à chaque famille de tester un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pour leur réalité à eux, mais aussi pour qu'est-ce qu'eux décident en famille là, de mettre de l'avant. Donc, on va parler, exemple, de aucun écran la semaine, mais illimité la fin de semaine. Il y en a qui vont avoir des banques d'heures d'écran qui peuvent distribuer comme ils veulent les enfants. Fait que s'ils l'utilisent toute la semaine, ils n'en ont plus la fin de semaine, des choses comme ça. Un qu'on aime beaucoup, c'est avertir avant de retirer, des choses comme ça. Il y en a qui ont des téléphones communs. Donc, c'est pas des téléphones, c'est pas un appareil par jeune, c'est un appareil à la famille. Donc, il faut se le partager, des choses comme ça. Puis pour les jeunes, des stratégies pour mettre des limites de temps, des rappels de pause, limiter les notifications,
Laisser les écrans hors de la chambre. Puis ça, au secondaire, quand on demande s'il y en a des jeunes qui le font par eux-mêmes sans que ça soit la règle des parents. Il y en a quelques-uns, puis ils vont vraiment le dire devant la classe ouvertement à quel point c'est bénéfique pour leur sommeil, puis ils ne reviendraient pas en arrière pour eux. C'est vraiment une habitude qu'ils ont adoptée qui trouvent que ça leur fait du bien. Bon, maintenant, ça va vite, je vous l'ai dit. Contenu puis contexte. J'ai mis ensemble parce qu'ils vont quand même beaucoup là, ensemble. Donc, on le dit pour le meilleur et pour le pire, OK? Puis, il faut vraiment, ça va vraiment dépendre de l'âge. Fait qu'au niveau du... mes petits emojis se sont déplacés, c'est quand même très drôle. Mais ça va, je vais vous dire ce qui est écrit. Mais j'allais dire au niveau du meilleur. Pour le contenu, ben, on peut apprendre, on peut se détendre. On a des références culturelles communs aussi. Tu sais, on le voit là, les jeunes, s'il y a un jeune qui n'a pas accès, par exemple, à certaines applications, ben, ils vont nous en parler à quel point des fois ils se sentent exclus. Tu sais, ils voient leurs amis tous parler de la même émission ou tous parler du même meme qu'ils ont vu en ligne, puis les jeunes sont comme, moi, je les pousse de références-là parce que j'ai pas le droit à ces applications-là. Fait que, tu sais, veux pas, ça fait ces conversations-là que, même en tant qu'adulte, on a, tu sais, quand on parle toutes de nos mêmes émissions qu'on adore, tu sais, les jeunes aussi, ils l'ont dans leur conversation. Sinon, au niveau du contexte, ben, ça permet de pouvoir partager, exemple, des moments en famille. Si on joue à des jeux vidéo en famille, moi, j'ai tellement de beaux souvenirs de vacances de Noël où est-ce qu'on joue à Mario Kart, toute la famille ensemble. Puis, tu sais, pourtant, on est devant un écran, je suis pas en train de jouer dehors ou quoi que ce soit, mais ça fait des beaux souvenirs de famille. Fait que, tu sais, ça peut vraiment amener des beaux moments. Puis ça peut être aussi entre amis, aussi en ligne, la communauté. Puis le soutien. Il y a certains jeunes qui trouvent énormément de soutien. Là. Par exemple, la communauté LGBTQ. Des fois, on n'est pas à l'aise encore d'aller en parler à quelqu'un de notre entourage. Fait qu'on va trouver des gens avec qui on peut en discuter en ligne, qu'on peut venir tester certaines questions qu'on a, voir est-ce que je suis prête, de comme voir jusqu'à temps qu'on soit prêt et prête à venir en parler dans notre entourage. Fait que ça peut vraiment avoir des côtés positifs. Par contre, ça a aussi ses côtés négatifs. Dépendamment des applications, ben, les jeunes peuvent être soumis à des images choquantes, troublantes, inappropriées possiblement pour leur âge aussi. Ils peuvent avoir accès à des fausses nouvelles. Avec l'intelligence artificielle en ce moment, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées, mais aussi ça peut être des jeunes qui posent des questions à des intelligences artificielles pour on n'est pas assuré de la qualité des réponses qui sont données. Donc, de vraiment faire attention parfois aussi au contenu, dépendamment de l'âge encore des jeunes, puis leur capacité d'être critique face à ce contenu-là. Est-ce qu'ils sont capables de distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est approprié pour eux, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc vraiment, ça dépend de l'âge. Au niveau du contexte, la socialisation, on a aussi la intimidation, qui peut être pour le pire. Ça peut amener les jeunes à s'isoler plus, ou au contraire, être disponibles en tout temps. Puis de comme constamment de se sentir qu'ils doivent être connectés et répondre à leurs messages. Puis ça peut être incluant la nuit. Donc, il y a vraiment des avantages, des désavantages. Puis, il faut vraiment venir voir avec nos jeunes, c'est quoi qu'eux, ils en tirent. Puis, il faut venir aussi voir avec l'âge qu'ils ont. Est-ce que c'est approprié pour l'âge à laquelle ils sont? Tu sais, un jeune de 4e année, ben, ça ne sera pas la même chose qu'un jeune de 4e secondaire. Par contre, une chose par rapport à l'association en ligne, qu'on tient tout le temps à mentionner aux parents, oui, nos jeunes sont bons avec la technologie, sont capables de nous montrer des fois comment les applications fonctionnent, mais ils sont quand même pas au courant de tout. Puis une chose par rapport à ça, c'est vraiment de miser sur la vie privée puis leur sécurité. Nos jeunes, dès qu'ils sont en ligne, que ça soit sur Roblox, par exemple, leur plateforme peut-être de jeux vidéo préférée, ou que ça soit sur Snapchat parce que tous leurs amis, leur classe est là-dessus, ils ont accès à beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer en contact avec eux, puis il faut s'assurer que nos jeunes, ils savent reconnaître les drapeaux rouges, les signaux d'alerte qui disent « Oh, je suis pas en sécurité » ou « Je dois bloquer peut-être cette personne, je dois aller chercher de l'aide d'un adulte ». C'est comme, je donne tout le temps la comparaison, la première fois que mes parents m'ont envoyé au parc, je savais que si un inconnu venait me parler puis me proposer des bonbons ou d'aller flatter son chien, ça voulait dire danger et on trouve un adulte de confiance ou on rentre à la maison le plus rapidement possible. Puis on parle pas à cet adulte-là. Mais c'est un peu la même chose en ligne. Fait que reconnaître les drapeaux rouges, on vient vraiment parler avec les jeunes de pas donner d'informations personnelles, pas envoyer de photos. Que si quelqu'un te fait beaucoup de compliments ou t'envoie par exemple des cadeaux dans les jeux vidéo, cette personne-là a probablement des mauvaises intentions. Ou encore, si la personne te demande de garder des secrets. Tu sais, il va dire « Ah, ça reste entre toi et moi. Ah, ça, c'est juste pour toi et moi, tout ça. » Pour nous, c'est des drapeaux rouges que les enfants doivent reconnaître. Puis, on peut jouer avec les paramètres de sécurité de la vie privée. Tu sais, mettre les comptes en privé des jeunes. Venir limiter qui peut les contacter, qui peut voir ce qu'ils publient.
Puis ça, vraiment sur chaque application. Fait que, vous allez voir, il y a un code QR que c'est des tutoriels qu'on a fait pour les jeunes, pour les aider à savoir comment aller modifier leurs paramètres de sécurité, mais on vous invite vraiment à avoir cette conversation-là avec vos enfants à la maison, puis d'aller jouer dans leurs paramètres pour voir qu'est-ce qu'on peut limiter. Puis les jeunes sont pas, ils veulent pas non plus là, que tout soit accessible à tout le monde, ils sont vraiment ouverts à l'idée de limiter leur compte. Fait que vraiment, là, tout à fait, de prendre le temps de s'asseoir pour venir mettre les paramètres le plus sécuritaires possible, encore une fois, dépendamment de l'âge des enfants. Puis ici, bon, encore une fois, quelques petits trucs, je les passerai pas au complet, mais tu sais, quelques trucs des parents par rapport au contenu. On a, par exemple, avoir des sites web éducatifs, on pourrait avoir faire des listes de contenu sur YouTube, par exemple. Leur montrer aussi des contenus que vous trouvez qui sont inspirants. Leur montrer des modèles. Puis sinon, pour les jeunes, ben, ça peut être de jouer avec les algorithmes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Fait que bloquer du contenu, marquer pas intéressé, réinitialiser nos algorithmes, filtrer des mots-clés, des choses comme ça. Puis ça peut être de retirer aussi les marqueurs de disponibilité qu'on voit plus qui sont en ligne, par exemple sur Snapchat ou sur Instagram, qu'on enlève la mention vue pour plus que les gens voient qu'ils ont vu leur message, des choses comme ça. Puis au niveau du contexte, ben notre préféré, c'est aucun écran lors des repas, pas d'écran dans la chambre à coucher. Ça peut être d'avoir seulement les écrans, par exemple, dans des pièces communes. Pour les jeunes du primaire, on l'entend souvent pendant la préparation du souper, comme ça on voit qu'est-ce qui se passe, ça se passe à côté de nous, des choses de même. Puis finalement, au niveau de l'enfant, je termine avec ça, c'est vraiment important de regarder sa personnalité puis ses propres vulnérabilités. Chaque enfant est différent. Chaque enfant va avoir ses défis d'autorégulation, puis ils vont avoir des réactions différentes au contenu aussi. Ils ont aussi toutes des passions puis des loisirs différents. Il y en a qui ils s'en foutent carrément des écrans parce que ben, ils ont tellement d'autres activités qu'ils aiment puis sont constamment occupés à faire autre chose. Puis il y en a d'autres, ben, peut-être leur passion, c'est les jeux vidéo. Fait qu'ils ont plus le goût d'être sur les écrans, puis ils vont nécessiter peut-être un encadrement plus strict que les autres. Puis encore une fois, les défis d'autorégulation, ben, chaque enfant va être différent. Fait que peut-être que votre premier enfant dans la famille, facile, facile, on l'avertit, dans 5 minutes, c'est fini, il fait pause, on ferme les écrans, il n'y a pas de crise, on passe à autre chose, il n'y a pas de problème. Dans la famille, c'est un autre défi. On a l'impression que c'est la guerre à chaque fois, c'est la crise, puis on ne sait plus comment le régler. Ben, ça nécessite possiblement d'avoir des règles qui sont différentes, ou du moins des façons d'intervenir qui sont différentes par enfant parce qu'ils ont des défis qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de regarder au niveau de l'enfant. Puis c'est important aussi que les règles évoluent avec la maturité du jeune. On veut les amener le plus possible vers leur autonomie. On veut pas qu'il y ait toujours des règles qui les contrôlent. Donc, il faut faire évoluer ces règles-là au fur et à mesure que le temps, ben, dans le fond, qu'ils gagnent en maturité et en âge. Donc, un truc qu'on aime beaucoup, c'est consulter les jeunes dans l'établissement des règles. Ils aiment ça, se sentir concernés, sentir qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils peuvent vous en parler. Mais tu sais, vraiment, écoutez-les, là. C'est pas juste comme une consultation avec les oreilles fermées ou quoi que ce soit, mais vraiment les prendre en considération. Puis que je disais, mettre à jour les règles selon, dans le fond, l'âge et la maturité de chaque jeune. Puis pourquoi on parle de tout ça, là? C'est parce que ça reste qu'un jeune sur 5 au secondaire sera à risque de développer une cyberdépendance, qui est une dépendance aux écrans. Ça prend 2 critères. C'est un diagnostic qui a été mis par un professionnel de la santé. On va parler d'un dysfonctionnement important au quotidien. Donc ici, par exemple, dysfonctionnement au quotidien, on va négliger notre hygiène, on va peut-être négliger nos saines habitudes de vie, fait que l'activité physique ou sauter des repas, des choses comme ça. On va peut-être vouloir sauter de l'école ou arrêter d'aller à nos pratiques de sport, à nos activités qu'on fait au quotidien. Puis, ben, que ça persiste malgré la volonté d'arrêter. La manière qu'on en parle aux jeunes de ça, c'est qu'on sent qu'il y a une certaine perte de contrôle. Que c'est plus nous qui décident c'est quand qu'on va sur les écrans, que malgré toutes les tentatives qu'on fait, puis qu'on essaye, on a comme plus ce contrôle-là, puis on est capable de changer notre façon d'utiliser les écrans. Ben là, ça peut être une manière, ça peut être un moment où est-ce qu'on commence à s'inquiéter. Fait que quand faut-il s'inquiéter chez nos jeunes? Quelques petits signes à regarder, ben c'est peut-être une perte de contrôle inhabituelle par rapport à son utilisation des écrans, un impact envahissant sur ses saines habitudes de vie, un isolement inhabituel, fait que passer moins de temps avec ses amis ou sa famille, un sentiment d'obsession ou une augmentation des conflits liés au numérique. C'est quelques signes, ça ne veut pas dire qu'automatiquement c'est une cyberdépendance, mais ça peut être des petits signes juste à observer de où il se passe peut-être quelque chose, il faut peut-être réajuster certaines règles ou du moins avoir une conversation sur qu'est-ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui expliquent ces changements-là d'habitude. Tu sais, par des facteurs comme le stress, ils peuvent avoir vécu de la cyberintimidation, ils peuvent avoir vécu une situation difficile avec des amis. Fait que vraiment,
de venir en parler avec nos jeunes. Sinon, un des trucs qu'on aime beaucoup, ben, c'est d'établir un plan de match avec les enfants. Changer des habitudes, c'est pas facile. On a ici un outil de pause. Vous allez voir, on propose tout le temps les outils de pause là, si vous nous suivez, mais qui est comme le contrat de parents-ados pour venir établir les règles. On a aussi nous, la boussole numérique qui est plus pour quand c'est l'achat du premier téléphone. Comment un petit peu décider certaines choses entre parents et enfants avec le premier téléphone. On a aussi dans le livre Texter, publier, scroller d'Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice du Ciel, une liste d'activités qui est accessible gratuitement en ligne, qui est comme une centaine d'activités que les jeunes peuvent tester. Donc, vous pouvez télécharger, ça donne des idées, une centaine d'idées d'activités que les jeunes peuvent faire parce que ça, c'est une chose vraiment qu'il faut accompagner nos jeunes quand on leur demande qu'est-ce que tu aimes faire qui n'est pas un écran. Certains jeunes, c'est plus difficile, puis il faut leur aider à trouver des idées. Puis, ben, juste la dernière chose, je dirais avant de passer la parole à Caroline, c'est ben, commençons par des petits changements. Si on se met à vouloir tout changer d'un coup, ben, c'est là qu'on risque de se sentir découragé parce que ça ne marchera pas. Fait que c'est un peu la règle du 25%. On fait des petits changements, puis chaque petit changement, ils vont s'accumuler, vont nous donner ce sentiment-là qu'on a réussi puis de victoire, puis ça va nous motiver à vouloir en mettre un autre en place. Fait que juste, si vous décidez de prendre en main les habitudes de la famille, ben, commencez par des petits changements, puis allez comme ça, puis au bout, vous allez voir, de quelques mois, il va y avoir plusieurs changements d'habitudes qui vont s'être faits. Donc, merci beaucoup! Merci Véronique pour ta présentation. J'ai un collègue qui me fait part qu'on a aussi un webinaire demain sur la cybersécurité avec François Charon qui parle aussi de comment protéger les adolescents en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse. Et je te passe la POC, Caroline. Merci beaucoup. Ben moi, je vais faire du pouce beaucoup sur ce que Véronique a déjà mentionné, puis je vais vous emmener dans le fond pour ceux parce que c'est un peu une introduction là, au sujet, c'est pas en une heure là, de lunch que ça va être à 100% clair, là, ça vient, disons, peut-être allumer des lumières par rapport à certaines choses, faire réfléchir, puis là, donc, si on veut approfondir nos connaissances en tant que parents, ou si on a des questionnements par rapport à des types d'appareils ou des activités en ligne plus précises, ben moi, dans le fond, je vais vous emmener sur le site web de Pose ton écran et je vais faire un peu une petite visite virtuelle de manière à ce que vous puissiez être plus en connaissance, dans le fond, de l'outil de référence, si on veut, le site, et comment trouver finalement ces informations-là si vous les cherchez. Et quel autre outil aussi existe sur la plateforme. Donc là, est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? Oui, OK, parfait. C'est bon. OK. Alors, moi, je regarde sur le côté, là, juste sur mon autre écran. C'est ça. Alors, le site web, dans le fond, le site posetonecran.com a été lancé en 2018. Se voulait, dans le fond, un endroit où on allait répertorier différentes informations et vulgariser un peu ce que la science disait par rapport à l'usage des écrans. Et aussi par rapport à comment prévenir les signes d'une utilisation plus problématique ou bref, de différents risques là, finalement qui avaient été identifiés. Et donc, le site, comment qu'on l'a monté, puis c'est vraiment un site qui est destiné principalement aux parents. Donc, le jargon, si on veut, le ton lequel c'est mentionné, là, on parle vraiment, là, en tant que parent, il y a parents de jeunes enfants, parce qu'on définit aussi par tranche d'âge, donc tout petit, jeune enfant, adolescent, parce que c'est pas nécessairement la même chose, un peu comme ce que Véronique a dit, ça va dépendre, les impacts vont dépendre de l'âge et aussi de certaines vulnérabilités. Donc, bref, on essaie d'adresser ces particularités-là aussi dans le site. Et donc, on a la page d'accueil, tout simplement, où souvent on va mettre là, le contenu, le dernier article qu'on a mis. Comme par exemple, ici, c'est améliorer ses habitudes. Dans cette section-ci, on a les bienfaits des pauses sans écran. Je vais cliquer dessus juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble un article. Donc, on a à peu près là, souvent, on va faire l'introduction de la thématique. Donc, c'est quoi des pauses sans écran? Pourquoi qu'on devrait se déconnecter dans cette thématique-là? Et après ça, on en vient vraiment à donner des conseils là, plus spécifiquement. Donc, normalement, c'est toujours ça, une mise en contexte avec des conseils dans chaque article. Donc, le site web est divisé en 3 sections. On a comprendre l'hyperconnectivité.
évaluer la situation, donc sa situation à la maison, donc en tant que gestionnaire de la maison, de la technologie, des écrans là, finalement que mes enfants vont être exposés à, qu'est-ce que je peux faire pour évaluer et par la suite, bien, passer à l'action, donc agir pour viser un équilibre. Et donc, on donne des trucs là, en fonction de ça. On a aussi un espace professionnel pour ceux qui, par exemple, personnel enseignant, personnel de soutien. On a des guides de sensibilisation clés en main ou des fiches explicatives aussi qui peuvent être remis aux parents. Donc, si vous êtes dans ce type de rôle-là, vous pouvez peut-être aller visiter cette section-là aussi par la suite. Donc, par exemple, dans la section comprendre de l'hyperconnectivité, dans chaque section, on a toujours des contenus clés qui visent à vraiment faire un tour, un survol large. Mais ceci dit, on est rendu à presque 170 articles. Donc, on a énormément de contenu. On continue en fait à aborder différents enjeux, comme là, on en est beaucoup à prévoir des contenus sur l'intelligence artificielle, qui est, disons, le phénomène le plus récent et émergent et préoccupant aussi, là, en lien avec l'usage, par exemple, des chatbots, etc. Donc, quand on veut chercher un contenu aussi, si on ne veut pas nécessairement passer à travers la totalité de l'information, on peut utiliser le moteur de recherche et, dans le fond, taper, par exemple, si je tape... voyons, pourquoi il ne rentre pas? Je ne sais pas. Ah, peut-être parce que je suis en partage d'écran. Bref, il ne me laisse pas taper, mais tantôt, je l'avais testé. Ça fonctionnait. Bref, on va dire qu'on écrit cyberintimidation. Ça va nous sortir là, les contenus qui contiennent finalement ce mot-clé-là. C'est simple comme ça. C'est sûr, ce n'est pas nécessairement là, le meilleur des meilleurs moteurs de recherche, mais ça reste que ça fait quand même bien le travail de ressortir ce qui a là, finalement les informations du mot-clé qu'on a mis. Si on y va par un mot-clé, normalement, ça fonctionne vraiment mieux. Donc, on a, c'est ça, comprendre l'hyperconnectivité, donc l'attrait des écrans, les méfaits, les bienfaits, parce qu'on aborde la totalité, dans le fond, les avantages autant que ce qu'on veut réduire, les risques. Après ça, ben, l'équilibre numérique, c'est quoi? Un petit peu ce que Véronique a parlé. Là, on va parler en termes de contenu. Donc, par exemple, le temps d'écran, les contenus, que ce soit des contenus, disons, avec une valeur ajoutée versus des contenus qui ont plus de risques. On essaie d'avoir un équilibre dans tout ça et aussi ben, les moments d'utilisation, donc quand les utiliser. Donc, on a vraiment une définition de comment viser l'équilibre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on vise, donc qu'est-ce que c'est. Et c'est quand même propre à chacun selon le nombre d'enfants, selon la réalité, comme ce que Véro a dit aussi, de définir là, qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler l'équilibre finalement dans notre maison. Après, on a des conseils plus concrets en fonction aussi de l'âge des enfants. Donc, on va retrouver là, des questions à se poser pour réfléchir à la situation, par exemple, et des conseils. Et sinon, ben, dans la section pour agir, on a vraiment des trucs plus spécifiques, donc en termes de configuration de l'appareil, de comment améliorer ses propres habitudes aussi en tant que parent. Donc, on a mentionné l'importance de modéliser finalement les comportements qu'on souhaite que nos jeunes adoptent. Et ben, c'est de commencer par donner l'exemple. Donc, même dans la section évaluation, on a vraiment une partie où on parle de comment évaluer ses propres habitudes en tant que parent, puis comment ben, finalement mettre en place des habitudes, des gestes qui peuvent être des petits gestes. On commence par quelques gestes ici et là, mais bref, pour que nous-mêmes aussi, en tant que parents, on ait une utilisation qui est plus équilibrée finalement. Il y a aussi, on va parler de contrôles parentaux. On a des textes qui viennent expliquer aussi quel type de contrôle qui existe, puis comment on peut les mettre en place selon les types d'appareils qu'on a à la maison aussi. Si on va dans le petit menu dans le coin ici, on a d'autres choix ici qui s'ouvrent à nous. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les outils pour parents. Donc, dans la section outils pour parents, tantôt, on a Véro qui nous a présenté le guide, l'entente d'utilisation, le contrat cellulaire parent aussi, donc en lien avec l'usage des écrans à la maison ou l'usage du cellulaire. Bref, on a plusieurs outils. Selon la tranche d'âge, vous pouvez aller vérifier, voir un peu ce qui serait intéressant pour vous. Des conseils en termes de gestion, comme je mentionnais. On a le plan de match numérique qui est beaucoup plus détaillé, qui va vous amener à avoir une réflexion, mais aussi à vraiment concrétiser en écrivant vos règles familiales. Donc, ça peut être 2-3 règles, comme par exemple, pas d'écran pendant les repas, ou sinon pas d'écran 1 heure avant de se coucher, ou bref, les définir, les co-construire finalement ensemble avec les membres de votre famille, mais vraiment en venir à les écrire.
parce qu'il faut concrétiser d'une certaine façon un engagement qu'on va avoir. Puis après ça, on peut le tester pendant un certain temps, on peut le faire pendant un mois, ou on commencer par une semaine, là, mais bref, et réajuster par la suite. Bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que finalement, c'est peut-être trop facile? Est-ce que finalement, on voudrait avoir un objectif différent? Puis là, on bâtit sur ça. Mais c'est bien de vraiment le faire, l'étape de le faire sur papier pour s'entendre finalement sur une ligne directrice, une vision commune de ce que c'est l'équilibre à la maison et comment on va viser finalement cet équilibre-là, sans nécessairement viser la perfection, mais juste de poser des gestes en ce sens. Et donc, ici, on a aussi, c'est ça, l'exemple d'une entente d'utilisation. Je ne sais pas si je le télécharge, va-t-il sortir sur cette page-là? Je vais vous montrer un peu rapidement à quoi ça ressemble. Si j'y arrive, oui. Donc, vous voyez le PDF, parfait. Je vais peut-être grossir un peu. Donc, pourquoi qu'on voudrait faire une entente? Puis on vous l'explique à vous, parce qu'après ça, quand on va s'asseoir avec les enfants, on va l'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça finalement. Bien, parce que, comme Véro l'a mentionné, il y a des impacts à plusieurs niveaux. Globalement, la santé est affectée, la santé physique, psychologique, les interactions sociales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour essayer de limiter, parce qu'on veut réduire finalement ces effets-là? Donc, on l'explique parce qu'on va avoir une meilleure adhésion de la part de tout le monde, là, si tout le monde comprend un peu c'est quoi la démarche, plutôt que juste arriver puis de faire comme on ferme les écrans. J'ai dit qu'on ferme les écrans. T'sais. Donc, ça fait la réception va être différente si on met la table là, finalement par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on souhaite faire, surtout quand c'est un changement qu'on n'a peut-être jamais fait encore. Et donc, ici, on l'a fait en forme de checklist tout simplement. Donc, avec les mêmes thèmes qu'on a mentionnés tantôt, donc le temps. Est-ce qu'on se limite à un certain nombre la semaine, la fin de semaine? Est-ce qu'on utilise juste un écran à la fois? Donc là, on va parler, par exemple, du fait de regarder un film, de sortir aussi le cellulaire, mais il y a aussi des études qui vont regarder que le temps se multiplie puis qu'au niveau de la concentration aussi, ça vient avoir des effets négatifs. Donc, est-ce qu'on veut réduire ça? On peut cocher ce choix-là. On peut se dire aussi qu'il y a des moments spécifiques quand on est ensemble où on met de côté nos écrans. On peut avoir des zones sans écran et on peut aussi s'engager par rapport au type de contenu qu'on veut prioriser, privilégier dans notre maison. Donc, ça aide finalement là, à prendre un engagement et après ça, on se dit bien, pendant combien de temps qu'on le met en place puis qu'est-ce qu'on fait par la suite et que tout le monde finalement s'est entendu par rapport au sujet. Puis là, on donne des conseils. Bref, voilà, ça c'est un exemple. Donc, dans la section outils, on a plusieurs outils de ce type-là. Aussi, je voulais vous parler du quiz écran. Donc, des fois, quand on veut aborder un sujet, puis on ne sait pas trop par où prendre ça non plus, on peut dire, bon, on a eu un webinaire aujourd'hui, puis le sujet, ça donne une bonne porte d'entrée. Mais nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé avec Pause des quiz. Puis le quiz vise à, oui, identifier un profil d'utilisation des écrans, mais aussi pour le parent, c'est une belle façon de faire, bon, mais viens, moi, je vais faire le quiz, toi, tu fais le quiz, on regarde c'est quoi nos profils après, puis on s'en parle, puis on se parle peut-être de l'effet que peut avoir les écrans dans nos vies, puis de comment avoir un équilibre. Donc, ça permet encore une fois d'initier une discussion sur le sujet. C'est toujours ça le but, dans le fond, c'est qu'il faut en faire. C'est pareil comme la saine alimentation ou toutes les saines habitudes de vie de façon générale. C'est souvent des choses qu'on aborde d'une manière comme progressive, mais naturelle dans la vie avec nos enfants. C'est la même chose pour ce qui est des habitudes numériques. Il faut juste que ça fasse partie, dans le fond, des discussions qu'on a, qui sont des discussions importantes à avoir pour notre santé, tout simplement, globale. Et donc, c'est ça. Le quiz permet ça. On a aussi des quiz qui vont aider le parent lui-même à trouver, dans le fond, des conseils un petit peu plus personnalisés. On va en avoir d'autres aussi. Je vous dis ça en primeur, mais l'année prochaine, on travaille aussi sur d'autres types de quiz encore plus personnalisés selon les réponses que vous donnez là, pour faire un portrait vraiment plus facile de comment gérer les écrans à la maison pour votre famille. Donc, ici, on a toujours français-anglais. Il y a aussi une partie... le site est en anglais. Si vous allez voir, il y a une partie du contenu qui a été traduit en anglais. Donc, on a un quiz qui est spécifique à l'usage du cellulaire et sinon, l'autre est vraiment tous les types de technologies. Et si vous êtes animateur dans un camp de jour, on a aussi des recommandations et un kit d'activités aussi de sensibilisation pour les animateurs en camp de jour.
Donc, voilà. Et dans le fond, moi, je voulais aussi vous laisser sur le 24 heures sans écran. Donc, ici, les événements de déconnexion. Dans le fond, nous, en 2019, on s'est dit, bon, on a parlé, on sensibilise, parce qu'on a aussi, on avait dans le temps, puis on en a eu plusieurs fois, là, mais des campagnes de sensibilisation pour donner de l'information, puis faire prendre conscience un peu des différents risques. Et là, on se dit, bon, on avance de plus en plus, les gens deviennent plus sensibilisés. Maintenant, comment les faire passer à l'action pour voir un peu la place qu'occupent les écrans dans leur vie et en venir peut-être à mettre en pratique certaines stratégies qu'on leur suggère. Et donc, c'est là qu'on a en fait mis sur place. On a lancé le 24 heures pause, qui est un 24 heures de déconnexion, mais qui vient aussi avec des conseils de comment finalement préparer cette journée de déconnexion, comment évaluer encore une fois la place qu'occupent les écrans dans le but de se reconnecter par la suite, mais d'une façon qui est plus équilibrée. Et donc, ce que ça permet de faire, la déconnexion aussi, c'est souvent de briser les automatismes. Parce que la technologie est très, très présente, est omniprésente dans nos vies. Elle en est venue à créer des habitudes qu'on fait sans même s'en rendre compte. C'est devenu des réflexes. On va sortir notre appareil, par exemple, parce qu'il est sur nous, puis on va regarder, même quand il n'y a pas de notification, juste pas nécessairement avec un but, juste parce qu'on est conditionné d'une certaine façon par les développeurs de la technologie là, pour répéter ce comportement-là. Et même au niveau de qu'est-ce qu'on y retrouve sur les réseaux sociaux, ça crée des boosts de dopamine et donc ça fait qu'on veut continuer à répéter le comportement. Donc, quand on prend un temps d'arrêt, ça permet de briser finalement ces automatismes-là. Ça permet aussi de les reconnaître, de reconnaître qu'est-ce qui déclenche notre envie de nous connecter et qu'est-ce que peut-être on veut garder comme habitude, qu'est-ce que peut-être on veut mettre de côté et à l'inverse, bien, qu'est-ce qu'on veut insérer de plus dans notre vie. Donc, des fois que la technologie, finalement, ou les écrans ont déplacé tranquillement, pas vite. Donc, on veut ramener ces choses-là. Donc, bref, c'est le type d'exercice qui amène beaucoup de réflexion puis qui peut se faire en famille. On peut le faire tout le monde ensemble. On va avoir le 24 heures de pause cette année va se tenir le 22 novembre. Donc, c'est sûr, je vous en parle d'avance. Là, c'est à l'automne, mais en préparation. Ça se prépare, ça aussi. On ne l'annonce pas le jour d'avant qu'on y participe. Et donc, les jeunes, en fait, ce qu'ils vont pouvoir faire, parce que la plateforme d'inscription, précisément, est plus axée pour le jeune, mais lui, il va pouvoir inviter sa famille à faire une activité sans écran avec lui. Et donc, ça va faire le but, encore une fois, c'est de faire de créer un petit mouvement collectif, si on veut, et d'impliquer encore autant les parents que les jeunes, finalement, à faire ce type d'expérimentation-là, relever le défi, en jaser par la suite et viser, encore une fois, un meilleur équilibre par la suite. Donc, voilà. Je vous invite à visiter le site pour avoir plus d'informations. Il y a un répertoire de ressources. Si jamais vous vous inquiétez par rapport à votre jeune, il y a également où vous pouvez aller chercher de l'aide, donc en termes d'intervention, qui offre des services, dans quelle région. Toute l'information se trouve également dans la section ressources, en fait, du site Web. Donc, je vais vous laisser sur ça. Et dans le fond, ben, moi et Véro, on va répondre à des questions là, selon les questions que vous avez posées. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Caroline. On regardait attentivement là, le Q&A, mais il n'y a pas de questions qui ont été posées. Et moi et Mélanie, on a fait l'exercice. On avait plusieurs questions d'ailleurs qui étaient super intéressantes. Merci pour vos deux présentations. Avant de se lancer dans les questions qu'on a écrites, est-ce qu'il y a des gens parmi l'auditoire, vers les participants, qui vous souhaiteraient adresser directement les questions de vive voix? Je sais qu'il n'y a pas les caméras. Je demande quand même, j'essaie de voir s'il n'y a pas des... Est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions directement? Toute question est bonne. On est là pour y répondre. Ils nous ont donné plein d'informations intéressantes, de trucs, d'astuces, de ressources. Vous avez certainement plein de questions. Je vois que Sad a une question ici. Sad, est-ce que je vais ouvrir ton micro? Oui. Bonjour. Bonjour, Sad. Merci pour la présentation, c'est très, très intéressant. Moi, je suis papa de 2 jeunes ados et il y en a un qui il a 11 ans, vient de faire 11 ans et il passe beaucoup de temps devant les shorts sur YouTube. Ça, c'est vraiment un problème parce qu'on essaie de cadrer ça. Puis il y a beaucoup de
pourrissement d'esprit, je sais pas comment on appelle ça en tout cas, il y a plein de termes pour le désigner. Et j'aimerais savoir un petit peu votre avis sur comment encadrer ça, comment faire en sorte qu'il se détache de ce genre de contenu. Merci. Ben tiens, je peux peut-être y aller en premier. Caro, t'as Oui, allez-y. Parfait. Ben, j'allais dire, oui, très commun. J'allais dire, en tout cas, 5e, 6e année, les shorts, très, très populaires au niveau du primaire. Puis en effet, le contenu, tu sais, ils choisissent pas ce contenu-là, c'est des algorithmes qui le proposent. Donc, on peut vraiment, tu sais, on perd un peu le contrôle sur qu'est-ce qui est visionné. Tu sais, ils peuvent commencer avec du contenu qui était correct, puis le plus qu'on descend l'algorithme, il n'y a pas de fin non plus. J'allais dire, bon, c'est certain que ça a quand même des impacts sur l'attention, là, tu sais, si on va au-delà juste du contenu, tu sais, les shorts, des contenus courts, parce que bon, ça fait qu'on change de cible d'attention rapidement, là, donc plus difficile après de se concentrer. Je dirais à ce niveau-là, c'est une chose que nous, on a déjà entendu d'autres parents qui faisaient, mais encore une fois, ça sera tester, voir ce qui fonctionne. Il y en a, c'est de faire des listes de lecture de contenu sur YouTube où est-ce qu'on dit à nos jeunes, on reste dans la liste de lecture, on priorise des contenus longs. Et, par exemple, c'est vraiment juste de, tu sais, c'est pas des shorts qu'on écoute, on met vraiment des vidéos qui durent 5 minutes, qui vont durer, tu sais, plus longtemps, du contenu qu'on a sélectionné avec le jeune aussi. Sinon, ça peut être de proposer, tu sais, c'est vraiment difficile, là, c'est les jeunes, puis YouTube, ça a une relation, tu sais, d'amour là, intense entre eux. Mais ça peut être des fois aussi de proposer du contenu sur d'autres plateformes où est-ce qu'il n'y a pas cette capacité d'aller facilement dans les shorts. Ça peut être de l'afficher seulement sur la télé, là. Je sais pas si quand ils sont là-dessus, ils sont dans le salon, mais tu sais, de dire, YouTube, il est tout le temps projeté sur la télé comme ça, ben, s'il se met à aller dans les shorts, vous êtes en tout cas, à la maison, vous pouvez l'attraper rapidement, des choses comme ça. Mais tu sais, je pense qu'une chose est certaine, c'est d'en parler aussi avec nos jeunes de pourquoi on veut peut-être aller plus vers du contenu long, pourquoi on se soucie de ça, mais d'essayer différentes affaires. J'irai avec ça, là. Je sais pas si, Caroline, tu veux... Non, c'est ça, je réfléchissais parce que c'est pas évident, surtout s'il y a un appareil qui lui appartient. Donc, si c'est un appareil personnel, donc ça devient plus difficile de surveiller exactement quel type de contenu qu'il est en train de regarder. Là, je me disais, bon, c'est des choses que le fait que YouTube permet, à travers le compte du parent, si le parent a un compte, de désactiver les shorts complètement. Fait que ça, c'est une possibilité aussi qui peut être faite. Mais c'est ça. Sinon, je me dis, tu sais, comme tu disais, d'en parler avec, puis de peut-être l'amener à se fixer lui-même un objectif à ne pas dépasser. Fait que, tu sais, de permettre la consommation d'une certaine façon, mais pas, tu sais, au-delà d'un certain seuil, selon ce que lui, peut-être, pourrait juger acceptable, mais tu sais, en discussion. Mais tu sais, est-ce que encore là, ça dépend. Est-ce que c'est le genre d'enfant qui est capable d'aller dans ce type de, de démarche-là? Ça prend quand même une certaine maturité, puis là, ben, ça dépend de chaque enfant, là, mais c'est ça. Je pense que ça ferait le tour des solutions plus spécifiques parce que c'est le plus difficile quand c'est ça, quand l'enfant a son propre appareil ou quand c'est pas sur une télé qui est facile à surveiller de loin d'exactement quel type de contenu qu'il est en train de consommer. Puis ça, c'est les pires. D'où là, il y a certains pays où c'est carrément interdit, hein, ce type de contenu-là. Fait que c'est ça. Bref, en tout cas. On n'a pas la solution magique, malheureusement. On aimerait ça, là, mais... Merci, c'est parfait. Merci. Merci Véronique et Caroline. J'ai 2 autres questions qui ont popé dans le Q&A. D'abord, Raphaëlla qui nous demande, on parle parfois d'une bonne partie des familles plus vulnérables qui ont une grande consommation d'écran. Quels sont vos conseils pour les enjeux de ces familles plus vulnérables? Ouais, en tout cas, moi, je peux rebondir là-dessus un peu, là, mais c'est très récent, là, les études qui regardent spécifiquement, disons, le statut socio-économique des familles et l'association avec un temps d'écran plus élevé. On peut se dire que c'est une activité qui reste quand même plus abordable, qui se passe à la maison. Si le parent a plusieurs rôles et est obligé de faire plusieurs choses en même temps, ça peut devenir une certaine façon de garder l'enfant puis de permettre aux parents finalement de vaquer à ses autres occupations obligatoires. Là. Donc là, c'est plus un luxe nécessairement là, dans certains cas, là, on s'entend. Donc, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'ai un chapeau plus promotion de la santé en voulant dire que des fois, moi, je me dis, mais ce qu'il faut pour ces familles-là, c'est qu'il faut faciliter l'accès à d'autres types d'activités ou à d'autres milieux
communautaires autour qui peut-être ont une certaine offre d'activités qui pourrait alléger, si on veut, le parent. Donc, comme par exemple, ça peut être juste des activités au parc. Si on va dire au parc, on a une plus grande offre, mais là, ça peut être d'y aller physiquement, mais ça demande quand même que le parent sorte de la maison. Donc, c'est ça, c'est plus... c'est d'être conscient, dans le fond, puis en tant que parent aussi, de savoir que oui, OK, il y a des situations peut-être de survie familiale, que ça va être obligatoire d'aller dans cette direction-là, mais d'en être conscient quand même, puis d'une certaine façon, tenter de se limiter quand même, là, mais c'est ça, c'est plus une solution, moi, je trouve, d'environnement. Tu sais, comment est-ce qu'on peut offrir à nos familles, en fait, des conditions gagnantes là, pour qu'ils ne soient pas dans cette situation-là? C'est ce que j'aimerais dire, là, mais ça non plus, c'est pas facile. Ouais. Mais j'allais dire, je peux faire un peu rapidement du pouce, là, je sais que ça finit bientôt, mais tu sais, c'est vrai que nous autres, c'est à chaque fois qu'on entend ces questions-là, c'est vraiment au niveau du gouvernement ou des choses comme ça, tu sais, sociétales, qu'il y a des changements qui doivent être mis en place, que ça soit des activités parascolaires plus facilement accessibles ou, tu sais, des activités gratuites pour la fin de semaine. Mais sinon, j'allais dire, tu sais, je pense que Caroline, tu l'as dit, mais tu sais, c'est d'être quand même bienveillant de chaque situation familiale est différente, puis tu sais, chaque parent fait du mieux qu'il ou elle peuvent. C'est juste le fait que vous soyez ici aujourd'hui à vous informer, tu sais, c'est pas tous les parents qui vont chercher de l'information, là, fait qu'honnêtement, tu sais, bravo. Fait que j'allais dire, tu sais, de juste être bienveillant aussi envers vous-même, puis d'être conscient que peut-être, justement, il y a des situations de survie où c'est comme, hey, mais là, j'ai pas le choix, là, pour pouvoir m'en sortir, il faut qu'il soit sur un écran parce que sinon, tu sais, je m'en sortirai pas ou quoi que ce soit, tu sais. Euh, Puis sinon, tu sais, j'allais dire au niveau des jeunes, tu sais, la chose qu'on dit tout le temps avec les jeunes, c'est d'avoir une diversité d'activités sans écran. Puis je l'ai pas dit, mais une chose que des jeunes nous ont déjà partagée, c'est, puis on l'adore, on le donne tout le temps comme truc aux jeunes, mais c'est une jeune qui fait une boîte surprise d'activités. Donc elle a comme un petit bocal avec plein d'activités dedans, puis ben, elle pige au hasard le soir une activité à faire. Puis c'est toutes des activités qu'elle peut faire par elle-même dans la maison. Fait que ça peut être des petits bricolages des fois qu'on fait comme ça avec tu sais, comme pour que l'enfant puisse, tu sais, l'effet de surprise de piger une activité, ça fait un jeu en soi, là, fait que c'est un petit truc que je partage, mais en effet, c'est pas facile dans ces situations-là. Merci du partage créatif, c'est très intéressant. Oui. Je sais qu'il reste une question, malheureusement, il est 13 heures, puis je vous ai dit qu'on respecterait là, le créneau d'1 heure. Je vous remercie énormément de votre présence, Véronique et Caroline. C'est super apprécié. Comme je vous dis, c'était une toute nouvelle édition d'un sujet qui semble avoir vraiment beaucoup d'intérêt auprès de notre communauté. Donc, on vous remercie beaucoup là, de votre temps et de votre engagement. C'est super apprécié. Dans les prochaines semaines, pour tous les participants, on va envoyer un courriel avec toutes les présentations et tous les conseils que vous nous avez donnés, les bons conseils. Donc, on va vous partager les coordonnées ainsi que les liens et tout ça que vous aurez besoin là, si vous souhaitez aller de l'avant avec les ressources qui nous ont été partagées aujourd'hui. Je vous réinvite à la semaine du numérique responsable. Il y a plusieurs événements au courant de la semaine. Vous pourrez aller voir la programmation sur le site. Vous tapez Semaine du numérique responsable 2026, vous tombez directement dessus. On a également une promotion de plus de 50 de rabais sur du matériel informatique. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on se retrouve bientôt, je l'espère, dans le courant de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant. Au revoir. Merci.